Bien, alors tout d'abord, donc, en principe, à nouveau, donc, vous aurez besoin d'utiliser donc Eclipse. On aura besoin d'un GDK. On va utiliser la version GDK 1.7 comme d'habitude, et on va utiliser GBoss 7. Alors en fait, GBoss, on peut toujours le télécharger. Il est là. GBoss. La version 7.1. Alors c'est une archive, donc il va falloir décompresser quelque part, extraire. On va faire l'extraction vers un dossier, par exemple, pour moi c'est la version, déjà plusieurs versions, version 4, V4. Donc JBoss version 4. D'accord? Donc je suppose que je pars sur une version de JBoss que je viens de télécharger. Parce qu'après, par la suite, il y aura quelques éléments qu'il faut ajouter à JBoss, notamment le pilote GDBC de MySQL et d'autres modules qu'on va ajouter. Alors ensuite, donc, je suis toujours sur Eclipse. Alors en fait, si vous voulez configurer le workspace comme d'habitude, les préférences, alors il y a tout d'abord install GRE, il y a le GDK qu'il faut utiliser, donc il faut regarder que c'est bien le GDK 1.7. Et après, quel serveur? GBoss. Alors maintenant, ici, si vous voulez chercher par exemple dans la catégorie GBoss, vous allez trouver jusqu'à GBoss 5. Ça, c'est ce qui est offert par le plugin, c'est-à-dire le plugin qui est fourni par Eclipse au standard, c'est-à-dire J2E. Mais par contre, si vous voulez par exemple utiliser d'autres fonctionnalités qui sont liées à GBoss, notamment, vous voulez administrer un serveur d'application GBoss 7.1, ben vous aurez besoin d'installer un plugin. Alors ce plugin-là, en fait, vous pouvez le rechercher comme d'habitude dans Eclipse Market. Alors en fait, dans Eclipse Market, vous savez qu'en principe, quand vous voulez chercher des plugins, vous pouvez les retrouver à ce niveau-là. Ben, il suffit de chercher le plugin qui s'appelle GBoss Tools. Hein? Alors en fait, GBoss Tools, c'est un plugin qui permet d'installer beaucoup de choses. GBoss Tools. Alors c'est un plugin qui permet... Justement, GBoss Tools, il contient Hibernate, il contient plutôt un plugin pour Hibernate Tools, il contient un tas de choses. Mais je vous conseille, dans un premier temps, n'installez pas tout le plugin, parce que vous installez beaucoup de choses, mais en réalité, ça alourdit votre environnement. Alors bien sûr, si vous avez une machine très puissante, vous installez tous les outils GBoss Tools, mais dans notre cas, vous trouverez donc GBoss Tools, tout dépend de votre version de Eclipse. Par exemple, il y a cette version pour Juno. Alors, il est déjà installé, n'est-ce pas? Mais quand vous cliquez sur l'install, notamment, euh, quand vous cliquez sur l'install, essayez de ne pas installer tous les composants, vous installez que la partie qui nous intéresse pour le moment, c'est GBoss Application Server Tool. C'est-à-dire, c'est l'outil qui concerne le serveur d'application GBoss. Alors, ici, donc, je suis sur... il est en train de charger les éléments. Alors, je vous montre juste comment, parce que moi, j'ai déjà installé ce plugin, donc c'est juste dans votre plateforme Eclipse. Alors, vous voyez, donc, c'est pas la peine d'installer tout ça, parce que vous avez beaucoup d'outils qui sont fournis par... Donc, c'est tout un environnement complet fourni par JBoss. Alors, vous allez... alors, la connexion, elle est lente. Comme je disais, donc, une fois qu'ils sont chargés les plugins, en fait, en réalité, vous aurez besoin uniquement de ça. JBoss AS Tools, c'est-à-dire Application Server Tools. Et après, next, et vous l'installez. En tout cas, je suppose que il est installé, donc ça veut dire que je peux configurer notamment GBoss. Alors, ça se trouve dans GBoss Community 7.1. Et après, à nouveau, vous spécifiez le chemin, comme vous le faites avec Tomcat.
Alors ici, donc, je suis sur le dossier J2E. JBoss version 7.1, c'est la version 4. Et après, vous allez juste remarquer ici, c'est que le fichier de configuration de JBoss s'appelle standalone.xml par défaut. Mais après, en fait, la configuration, JBoss, il présente également d'autres types de configurations plus complètes en utilisant d'autres fichiers. Mais ici, dans un premier temps, on va utiliser standalone.xml. Finish. Alors, en fait, ce fichier standalone.xml, vous pouvez l'ouvrir parce qu'à un moment donné, parfois il y a des configurations que vous pouvez ajouter manuellement. Si vous voulez configurer JBoss manuellement, ce fichier, vous pouvez le retrouver dans J2E, JBoss Tools, JBoss 4. Alors, il se trouve dans Standalone Configuration, standalone.xml. Alors, ça, c'est le fichier de configuration de JBoss, source XML. Voilà ce qu'on va trouver. Alors, on va agrandir la taille des caractères, comme d'habitude. Comme il s'agit d'un workspace, à chaque fois, on va modifier les paramètres. Bon, 16. Alors, vous voyez donc le fichier de configuration de JBoss, il est là. C'est ici, en principe, qu'on devrait, dans ce fichier-là, qu'on va ajouter tout ce qui est la configuration. Mais en fait, il existe également un autre moyen qui va nous permettre de configurer JBoss, c'est l'interface web d'administration. Alors, je vais vous montrer maintenant, dans un premier temps, comment utiliser l'interface d'administration web de JBoss. Alors, on va démarrer JBoss. Alors, pour démarrer JBoss, donc, on va créer une instance du serveur. Next, finish. Et après, si vous voulez le démarrer, toujours start. Alors, si vous voulez le démarrer directement à partir de Eclipse, le serveur d'application est démarré, mais également, on peut le démarrer sur ligne de commande. Alors, si vous voulez démarrer JBoss sur ligne de commande, on a tout simplement besoin d'aller vers... Alors, je suis sur JBoss. Alors, je vais ouvrir ce dossier sur ligne de commande avec Shift. Ouvrir la fenêtre sur ligne de commande. Alors, on va vers le dossier bin. Et là, on va trouver un ensemble de programmes parmi lesquels il y a un programme qui s'appelle Stand. Voilà. Alors, Standalone, ça permet de démarrer JBoss. Alors, ici, pour le moment, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà démarré. Il est démarré là. Alors, vous allez voir que JBoss 7, il démarre assez rapidement, mais en principe, il démarre beaucoup de composants. C'est plus que Tomcat, parce que Tomcat, c'est une partie de JBoss. Et d'ailleurs, si vous voulez l'interface d'administration de JBoss, vous pouvez lancer le navigateur, localhost, le port 8080. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tomcat, il est déjà, le conteneur web, il est déjà démarré dans JBoss. Et après, il vous donne l'interface d'administration. Et après, mais par contre, si vous voulez administrer, regardez, il va vous dire qu'en fait, vous ne pouvez pas administrer parce que vous n'avez pas encore créé les utilisateurs qui ont le droit d'administrer. Il vous montre la démarche, il est là. Alors, si vous voulez administrer, vous utilisez une commande. Alors, je reviens sur ligne de commande, ici. Je suis dans JBoss, dans le dossier bin. Il y a une commande qui s'appelle add_user. Add_user.bat. Et bien, tout simplement, vous aurez juste à ajouter un utilisateur. Alors, vous avez deux types d'utilisateurs. C'est pour administrer le serveur, donc c'est A, et B, c'est pour les utilisateurs d'une application. Alors ça, par la suite, c'est la gestion de la sécurité. Alors maintenant, par défaut, c'est A, entrée, c'est-à-dire je veux créer un utilisateur qui permet d'administrer le serveur d'application. Vous spécifiez le rôle, donc c'est management, plutôt c'est le rôle d'administrateur de serveur d'application, entrée.
Le nom de l'utilisateur, alors je vais mettre admin. Et le mot de passe, par exemple, azerty. Vous reprenez le mot de passe. Pas compliqué en tout cas. Est-ce que les informations sont correctes? Yes. Vous voulez créer l'utilisateur? Yes. Et c'est fait. Donc c'est pas assez compliqué, donc je crée un utilisateur. Alors maintenant, si je reviens sur l'interface d'administration, quand je clique sur administrer, donc j'ai à saisir le login et le mot de passe. Alors ce qui me permet d'accéder à l'interface d'administration de GBoss. Alors ici, qu'est-ce qu'on va administrer? Ben ici, on peut administrer, on peut déployer un projet, on peut déployer un EJB, on peut déployer un data source, on peut consulter quels sont les projets qui sont déployés, ajouter, supprimer, redéployer, donc c'est pratiquement toutes les opérations d'administration. Mais dans un premier temps, nous, on a besoin d'une seule chose, c'est de déployer le data source avant de commencer à développer. Alors pour déployer le data source, on va vers, en fait, il y a deux volets, runtime, il y a profile. Alors dans profile, on peut voir par exemple ici dans les connecteurs, il y a les data sources. Et après, quand vous voulez ajouter un data source, add, vous allez spécifier le data source, par exemple DS, je peux l'appeler DS catalogue. Et ici, vous voyez donc GNDI name, le nom GNDI. Pourquoi? Parce que le data source, il va être publié dans l'annuaire. Alors généralement dans GNDI, on va utiliser Java slash, on va mettre par exemple DS catalogue. Donc on peut utiliser donc ce nom GNDI. D'accord? Alors en fait ici donc c'est la catégorie donc de composants. Comme quoi c'est un composant Java. Après par la suite on peut faire la différence entre un composant Java, un composant GMS, un composant EJB, etc. Mais peu importe. Mais regardez, après vous pilote le driver. Il a un problème. Le pilote GDBC. Ici donc en principe on devrait trouver le pilote GDBC de MySQL. On ne l'a pas. Ça veut dire que jusque-là, le serveur d'application ne dispose pas du pilote GDBC de MySQL. C'est la première des choses que vous allez régler. C'est que vous allez ajouter un pilote pour JBoss. Alors, je vais quitter, parce que là, je ne peux pas terminer cette opération. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons procéder à la manière suivante. Alors, en fait, pour ajouter un driver, nous allons ajouter un module pour JBoss. C'est pour cela qu'on va chercher, CTRL F, on va chercher un élément qui s'appelle drivers. Et vous allez trouver donc, voilà les seuls drivers qui sont maintenant installés. Alors ici donc je vais ajouter un driver. Je spécifie le nom du driver, name. On va lui donner un nom, par exemple MySQL, c'est à moi de choisir. Et après, le module. Le module, je vais l'appeler comme .mysql. Alors, ça veut dire quoi? Cette organisation, comment elle va fonctionner? Ça veut dire que maintenant, je vais aller vers GBoss. Dans GBoss, il y a un dossier qui s'appelle module. Et dans module, il y a un dossier qui s'appelle com. Et ici, je dois créer un dossier qui s'appelle MySQL. Vous voyez donc, c'est le module com.mysql. Et dans ce dossier-là, je vais placer le pilote GDBC de MySQL. Bien sûr. Alors, je vous montre maintenant comment ajouter un module. Mais après, par la suite, ce module-là, une fois qu'il est installé, vous n'avez pas besoin de l'ajouter à chaque fois, n'est-ce pas? Donc, je vous montre juste comment l'ajouter manuellement. Alors maintenant, en fait, un module pour l'ajouter, voilà ce que je vais faire. Je vais retrouver dans l'ancienne version de GBoss que j'ai déjà configurée. C'est pas ici, c'est dans G2E, GBoss. Par exemple, je prends la version 3. Ici, je trouve module, com. Ici, donc, vous voyez ici MySQL. Et je trouve, il y a un dossier main.
Et c'est dans ce dossier main qu'on va trouver le pilote gdbc.jar plus un fichier qui s'appelle module.xml. Alors moi je prends ce dossier main, c'est un module de JBoss, et je vais l'ajouter à mon dossier ici MySQL. Alors ici donc je vous montre comment ajouter un module manuellement, et après il y a d'autres moyens qui permettent de l'ajouter d'une autre manière. Mais ça c'est bien déjà de savoir le faire. Alors Edico, donc si j'ai ajouté un module, maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais redémarrer juste le serveur, restart, et je vais essayer maintenant de créer le data source. Alors pour créer le data source, je suppose que MySQL est démarré. Hein? J'ai un serveur qui est démarré. Je vais juste accéder à phpMyAdmin. phpMyAdmin pour créer une base de données MySQL. Parce que pour créer un data source, il est associé à une base de données. Alors ici, donc, je vais spécifier une nouvelle base de données que je vais appeler db catalogue. Alors je crois que db catalogue, je devrais l'avoir. Alors je vais l'appeler V4. db catalogue V4, c'est le nom de la base de données. Je vais copier ce nom, créer. Alors bien sûr, je n'ai pas besoin de créer les tables parce que par la suite, c'est le framework GPA ou bien en fait dans notre cas c'est Hibernate qui va se charger de générer les tables à partir des entités qu'on va créer, des EJB entités. Alors maintenant, je viens de créer la base de données. Je l'ai créée. Oui. Et je reviens vers l'interface. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer le data source. Alors maintenant, regardez, le data source qu'on a schématisé dans le schéma, on va le déployer. Donc, je suis toujours dans connecteur data source, je suis bien dans la catégorie profile. Ajouter. Alors, ds catalogue. Et après, Java 2./ds catalogue. Next. Ici, donc, vous voyez ici qu'il a reconnu le module MySQL. Next. Ici, vous spécifiez l'URL. L'URL, vous la connaissez, c'est gdbc .mysql localhost. Le port de MySQL, c'est 3306 / le nom de la base de données, db catalogue version 4. Username, c'est root et le mot de passe, il est vide. Alors ici, on crée le data source, il est là, on va l'activer, parce que pour le moment, il n'est pas encore activé. Pour l'activer, vous ajoutez enable. Et si vous voulez être sûr que ça marche, vous pouvez tester la connexion ici. Tester la connexion. Alors en principe, vous avez comme quoi votre data source, elle est déployée. Donc ça, c'est la première étape. On n'a pas encore commencé à développer, mais on vient de vous montrer comment déployer un data source. C'est très bien. Alors maintenant, on oublie le data source et on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est voilà, c'est la création du projet EJB. Et une autre chose que je vais vous montrer maintenant, quand on a déployé le data source, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est tout simplement c'est le fichier standalone qui va changer. On va chercher notre data source qu'on vient de créer, il est là, regardez. Dans la catégorie data source, vous allez trouver qu'il y a un data source qui vient d'être ajouté. Voilà. Ça, c'est le code XML normalement qu'il fallait ajouter pour déployer un data. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas utiliser l'interface web que je viens de vous montrer, ben, il suffit d'aller vers ce fichier-là, vous allez vers la partie data sources et vous ajoutez ce code. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pratiquement tous les composants que vous déployez, donc c'est toujours dans ce fichier. Alors, j'oublie maintenant ce fichier de configuration. Maintenant, je vais créer un projet. Mais quel projet? Je vais créer un projet EJB. EJB Project. Parce que c'est la couche métier. C'est plus un projet web, c'est le métier. Alors, on va l'appeler. Donc, ça, c'est catalogue
catalogue EJB. Ça, c'est le nom du projet. Le projet, il va être déployé sur JBoss 7. Next, next, finish. Alors en fait, un projet EJB, c'est un projet qui a la structure suivante. Alors si vous voulez voir la fenêtre navigateur comme d'habitude, vous trouverez qu'il y a un dossier qui s'appelle EJB module. Alors c'est ici que vous allez créer vos classes en principe. Et dans notre cas, on va créer un EJB entité. Alors comment créer un EJB entité? C'est créer une classe. Alors la classe, comment on va l'appeler? Produit. Et produit dans quel package? Par exemple, c'est le package métier. Alors c'est quoi un EJB entité? Un EJB entité, c'est tout d'abord c'est une classe qui est sérialisable, c'est-à-dire c'est une classe qui doit implémenter l'interface serializable. Il contient ces attributs. Dans notre cas, on aura besoin d'un ID produit qui est auto-increment. On aura besoin du nom des produits. Et on aura besoin de quoi? Du prix. Alors le reste, c'est quoi? C'est les getters et setters, il faut les générer. Et également un constructeur sans paramètres. Et un constructeur avec paramètres. Alors je ne vais pas mettre ID produit parce que je suppose qu'il est auto-increment. Alors jusque-là, il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est un Java Bean. Alors pour que ce soit un EJB entité, on va ajouter la notation entité. Et si vous voulez spécifier le nom de la table correspondante, on va utiliser la notation table. Et si vous voulez spécifier le nom de la table, vous spécifiez name égale, par exemple, produit. Alors ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe produit correspond à la table produit. Alors je sais que ID produit, c'est l'identifiant. Donc je vais utiliser une annotation qui s'appelle ID. Ça, c'est l'identifiant. Si vous souhaitez qu'il soit autogénéré, automatiquement, on va utiliser generated value. Et après, on peut spécifier la stratégie. Comment on veut générer? Alors, on va utiliser une constante qui s'appelle, plutôt une entité qui s'appelle generation type, dans laquelle on va trouver des constantes. Comme par exemple, si vous mettez identité, ça veut dire quoi identité? Ça veut dire que la génération automatique se fait au niveau de la base de données. À chaque fois, il va ajouter 1. 1, 2, 3, ainsi de suite. D'accord? Mais après, si vous voulez utiliser une séquence, vous voulez utiliser donc... sinon, si vous gardez auto, ça veut dire que vous laissez le framework de mapping objet relationnel choisir la stratégie automatique par défaut. Alors, si vous voulez également spécifier le nom de la colonne, on va utiliser la notation colonne. Alors, name égale ID produit. Alors, si vous ne spécifiez pas le nom de la colonne, par défaut, il va prendre le même nom que la variable. Par exemple, le nom de produit, si vous voulez lui spécifier la colonne, on va spécifier name égale le nom produit. Alors, pour prix, je ne spécifie pas de colonne, par défaut, il va prendre le même nom que la variable. Regardez, donc j'ai terminé le JB entité. Donc, EJB entité, c'est quoi? C'est une classe sérialisable. Après, vous avez des annotations. Il y a l'annotation qui est obligatoire, elle est là, entité. Table, il n'est pas obligatoire, pourquoi? Parce qu'il y a une valeur par défaut. C'est quoi la valeur par défaut? C'est le nom de la classe. ID, il est obligatoire, parce que vous devrez spécifier quel est l'attribut qui représente la clé primaire au niveau de la base de données. Generated value, donc vous l'utilisez uniquement quand vous voulez autogénérer. La colonne, la notation colonne n'est pas obligatoire, parce que par défaut, vous avez le nom de l'attribut. Avant de passer maintenant à l'EJB entité, nous allons déployer le projet et en principe, on va voir s'il va générer la base de données. Parce qu'une fois qu'on crée les EJB entités, on déploie le projet, il va le faire. Mais si vous voulez qu'il le fasse, on a quand même besoin de spécifier quel est le data source qu'on va utiliser. Alors maintenant, où est-ce qu'on va spécifier la relation entre les EJB et le data source? Alors dans un projet GPA, d'une manière générale, ou bien un projet EJB,
dans le dossier meta-inf, il faut créer un fichier qui s'appelle persistence.xml. Alors ce fichier-là, vous pouvez prendre un exemple de fichier. Sinon, vous pouvez le générer, il y a encore plusieurs manières de le générer. Alors je prends par exemple dans mes documents. Exemple UJB. Voilà un exemple de fichier persistence.xml qu'on va prendre et qu'on va copier ici. Alors en fait, ce fichier persistence.xml, qu'est-ce qu'il contient? Il ne contient pas grand-chose. Il contient tout d'abord ce qu'on appelle une unité de persistance, persistence unit. Vous lui donnez un nom. Alors peu importe, on va l'appeler par exemple UP catalogue. Je peux l'appeler comme je veux. Ça, c'est le nom de l'unité de persistance. Et généralement, une unité de persistance correspond à un data source. Regardez, GTA data source. Et notre data source, comment on l'avait appelé tout à l'heure? Le nom GNDI. Vous vous rappelez quand on avait déployé le data source, comment on a appelé le nom GNDI? C'est Java / DS catalogue. C'est le nom GNDI. Si vous voulez consulter regardez, notre data source, il s'appelle DS catalogue, mais le nom GNDI c'est Java / DS, mais un C minuscule, n'est-ce pas? Alors donc je ne dois pas me tromper là-dessus. DS catalogue. Donc c'est le nom GNDI. Et après, et ça vous le connaissez déjà, et si vous vous rappelez, c'est les propriétés de Hibernate. Alors si vous voulez que Hibernate, d'ailleurs vous découvrez que finalement c'est Hibernate qui va être utilisé ici. Pourquoi? Parce que c'est GBoss. GBoss, plutôt, Hibernate c'est un produit de GBoss. Donc ce qui fait que automatiquement quand vous utilisez GBoss, il utilise son propre framework. Alors quelle est la propriété qui permet d'indiquer comme quoi on veut générer le schéma de la base de données? La propriété s'appelle Hibernate hbmddl.auto. Alors vous pouvez mettre create. L'année dernière on a beaucoup utilisé create, c'est pour dire créer la base de données, mais si la base de données existe déjà, elle va l'écraser. Vous savez ça? Mais si vous utilisez update, ça veut dire que si la base de données n'existe pas, si la base de données plutôt existe, il va juste la mettre à jour. Mais s'il n'existe pas, il va la générer. Alors voilà la configuration. Alors maintenant, on va déployer le projet et on va regarder. Alors le serveur d'application, on va déployer le projet, ajouter le projet, catalogue UJB, finish. Alors en principe, le projet, il le déploie, il génère un fichier .jar, un seul fichier .jar, et après il va l'envoyer quelque part dans le dossier de GBoss. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors maintenant, on va juste voir, en principe, si, il va afficher des messages, vous voyez, donc il vous dit table not, ça veut dire qu'il a bien détecté comme quoi la table n'existe pas, il va la générer. Update complète. Alors si vous regardez dans votre base de données, ben, on devrait trouver, c'est pas ici, on devrait trouver, il y a la table produit qui a été générée. Alors cette structure de la base de données, il est là. Vous avez ID produit, le nom prix. Vous avez ici auto increment. Donc je viens de créer les UJB entités. Maintenant je vais passer à la création de UJB session. Il y a quelque chose qui cloche? Alors par défaut il a utilisé begin, c'est ça? Parce qu'on a utilisé long côté Java. Le prix double, c'est un double. Mais parce qu'en fait, dans les entiers, dans le MySQL, il y a le int, il y a le short, il y a le double, tout dépend du codage. Alors, ça c'est le JB entité. Alors maintenant, on va créer le JB session. Alors pour créer un JB session, on va créer une interface, deux interfaces. Il y a l'interface i catalogue remote. Alors en fait, l'interface remote, c'est une interface qui doit contenir la notation remote. On va déclarer des méthodes, comme quoi? Je veux ajouter un produit. Add produit.
Alors pour ajouter un produit, donc j'ai besoin de spécifier un produit P. Je vais également consulter tous les produits. Je retourne une liste de produits. Je veux également consulter les produits par mots-clés. D'ailleurs, il y a une méthode qui nous intéresse ici. Get produit par mot-clé. On va donner comme paramètre un mot-clé. Et qu'est-ce qu'on va retourner comme résultat? Alors, produit. Get, alors. C'est bon? Alors, ici, donc, la liste des produits. Et après, par la suite, on veut également consulter un produit. Sachant son identifiant. Également, je vais consulter. Je vais supprimer un produit. Remove. Alors, pour supprimer un produit, j'ai besoin de connaître le ID produit. Alors, voilà l'interface. Un espace. Obligatoire. Fin? Ici? Alors, en fait, l'espace n'est pas obligatoire, mais généralement, on le met. Pourquoi? Parce qu'il y a le supérieur. Il y a des majuscules. À quel niveau? Oui? Update? Oui, alors update. Update, produit. Alors pour mettre à jour un produit, j'ai un produit P que je vais mettre à jour. D'accord? Alors on peut en rajouter encore d'autres méthodes. Alors ça c'est l'interface remote. Si vous voulez ajouter une interface locale, vous faites la même chose et on va faire copier-coller. On va supposer que les mêmes méthodes. I catalogue local. Alors j'ai la notation locale. Et après donc ici on va supposer que toutes les méthodes également sont accessibles en local. Je fais un copier-coller en fait. Ça veut dire que les méthodes sont accessibles aussi bien qu'en local qu'en remote. Alors maintenant, on va créer le JB Session. Un EJB Session, c'est une classe qu'on va appeler, plutôt catalogue EJB, implémentation. En fait, un EJB Session, c'est une classe qui devrait implémenter les deux interfaces, i catalogue local, virgule, i catalogue remote. Donc on va implémenter les deux interfaces. Alors vous savez, quand vous implémentez des interfaces, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir les méthodes. Alors maintenant, comment gérer la persistance? C'est très simple. Tout d'abord, pour que ce soit un EJB stateless, un EJB session stateless, on va utiliser la notation stateless. Et si vous voulez spécifier le nom de l'objet, vous mettez name égale. Par exemple, ici, je vais l'appeler catalogue. Donc, ça c'est quoi? Cat, c'est le nom GDI. Après, pour gérer la persistance, on a besoin de connaître une interface. C'est Entity Manager. Je vais déclarer une variable de type Entity Manager. Je vais appeler EM. Ça, c'est l'interface GPA. Alors, sauf que l'Entity Manager, il a besoin de savoir quelle est l'unité de persistance. C'est-à-dire, quand je demande à l'Entity Manager d'envoyer un objet vers la base de données, il a besoin de savoir comment s'appelle l'unité de persistance. Comment? Alors, pour injecter les informations sur l'unité de persistance, autrement dit, pour injecter une implémentation de l'Entity Manager, on aura besoin d'utiliser une annotation qui s'appelle persistence context.
Et ici, on va spécifier le nom de l'unité de persistance avec unit name. Alors, comment s'appelle l'unité de persistance? Dans le fichier. Alors, ce n'est pas le nom GNDI. Regardez. Vous avez le fichier persistence.xml. L'unité de persistance, persistance unit, comment il s'appelle? UP. Et une unité de persistance, elle est associée à un data source. Ben, ça veut dire qu'une unité de persistance est associée à une base de données. Ici, donc, je vais spécifier quoi? Le nom de l'unité de persistance. Alors, si je ne spécifie pas d'unité de persistance, par défaut, il va prendre l'unité de persistance qui est déclarée dans le fichier persistance.xml. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de spécifier unit name. Alors maintenant, les choses vont être un peu plus simples par la suite. Regardez. On veut ajouter maintenant un produit. Qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter un produit avec GPA? On va utiliser EM. Vous suivez? EM. EM. C'est quoi EM? Ben, c'est l'entity manager. EM.persist. Il y a une méthode qui s'appelle persist. P. C'est tout. Alors, persist P, ça veut dire que je demande cet objet, je veux le rendre persistant. Automatiquement, il va l'envoyer vers la base de données. Il va créer des transactions, il va établir la connexion, il va envoyer et le travail est fait. Donc, vous voyez donc le conteneur de JB, il va faire le reste. Je veux consulter. Je vais créer une requête query de type javax.persistence. Une requête égale em.createQuery. C'est quoi la différence entre Entity Manager et Entity Manager Factory? Alors en fait, Entity Manager Factory, c'est un objet qui permet de créer un Entity Manager. Alors vous n'avez pas besoin d'utiliser Entity Manager Factory parce que c'est le conteneur EJB qui va se charger de créer l'entité manager. Donc vous dites, j'utilise un Entity Manager. Mais c'est qui va injecter? Parce que c'est une interface. Qu'est-ce qui va faire l'injection de l'implémentation de cette interface Entity Manager? C'est le conteneur EJB. Lui, il va s'en occuper. Sauf qu'il a besoin de connaître le nom de l'unité de persistance qu'il va utiliser. Ça fait. Alors, pour créer une requête, on va utiliser la méthode createQuery. Et la méthode createQuery, à nouveau, on va utiliser quelque chose que vous connaissez. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait parlé de HQL. Et bien, tout simplement le même. On va utiliser, sauf qu'on ne va plus l'appeler HQL parce que maintenant, ce n'est pas forcément de Hibernate. Parce qu'il se peut que dans ce code, je ne peux pas savoir est-ce qu'il utilise Hibernate ou bien Toplink ou bien Ibatis. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle GPQL, c'est-à-dire c'est du GPA-QL en principe parce que c'est standard. Alors, mais c'est pareil que HQL, donc on va utiliser donc select P from la classe produit P. Et pour retourner le résultat, on va utiliser c'est la requête .getResultList. Hein? Alors pour consulter les produits par mot-clé, on va faire copier-coller. Ici, on va utiliser la condition where p.nom produit espace like 2.x, le paramètre. Et après, il faut remplacer x par sa valeur. N'est-ce pas? Alors comment? Requête.setParamètre x, set paramètre x, on va le remplacer par le mot-clé. Et comme d'habitude, si vous voulez quelle que soit la position du mot-clé, vous ajoutez un pourcentage avant et un pourcentage après. C'est-à-dire que dans le nom contient le mot-clé. Vous voulez consulter un produit, on va utiliser la méthode find. Un produit P égale em.find. L'objet, il est de quel type? Produit.classe. Et après, la clé primaire, c'est quoi? C'est id. Alors, avec find, on va chercher un objet sachant sa clé primaire. C'est l'équivalent de get, de l'objection de Hibernate. Et après, on va retourner P. Alors, si vous voulez supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, il y a deux solutions. Soit utiliser createQuery, et dans ce cas-là, vous mettez delete, from, where, ou tout simplement, on va faire find, et après em.remove P. C'est-à-dire, je vais utiliser find pour le charger, après je vais le supprimer. C'est bon? Et après, pour faire update, alors update, la même chose,
il faut tout d'abord le charger. Hein? Parce que ici, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un produit, je connais déjà le ID produit. C'est le move. J'ai les exceptions. Comment? Le move. J'ai les exceptions. Alors, de toute façon, quand par exemple, ici, s'il ne trouve pas, vous avez P égale à nul. D'accord? Alors, après, si vous voulez gérer l'exception, vous faites quand même des tests, si vous voulez. Vous utilisez, par exemple, if P égale nul, throw. Alors, on peut l'utiliser là. Throw, new. Par exemple, runtime exception. C'est une exception non survie. Et vous mettez le message. Par exemple, vous mettez le message produit introuvable. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on gère généralement, mais souvent ça c'est des exceptions métiers. Mais après par la suite, si ça ne marche pas, il génère une exception technique. Parce que ça c'est une exception métier. C'est pour cela d'ailleurs, c'est à éviter d'utiliser comme ça runtime exception. Parce que runtime, ce n'est pas votre exception, ce n'est pas votre classe. Hein? C'est une classe technique qui fournit. Mais après, vous créez une exception qui s'appelle produit not found exception. Votre propre exception, c'était une exception métier. Donc généralement, c'est comme ça qu'on fait. Alors pour update, qu'est-ce qu'on fait généralement? Il faut charger le produit tout d'abord, comme tout à l'heure. Donc produit, un produit P1 égale à quoi? C'est em.find. Bon, on va faire plus simple. Utiliser directement em.persist. Alors, vous voyez donc persist, il va jouer les deux. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il s'endort. Alors, en fait, persist, il va jouer les deux rôles. Le rôle, c'est-à-dire alors, en fait, persist, c'est-à-dire s'il n'existe pas, il va l'insérer. S'il existe déjà, il va faire une mise à jour. Mais en principe de préférence, parce que parfois dans la mise à jour, parfois ce qu'on fait, c'est qu'il faut charger le produit pour vérifier tout d'abord s'il existe, n'est-ce pas? Donc par exemple P1, ici qu'est-ce qu'on va mettre? C'est P.getID produit. Donc je vais charger tout d'abord le produit de la base de données. Je vais initialiser P. À quoi est égal le nom? Égal à P.get nom. Ça veut dire que je prends le nom du produit du nouveau nom et je vais le stocker je vais le modifier. Je fais la même chose, P1.set prix, P.get prix. Et après, vous allez rendre persistant le produit. Donc, automatiquement, il va faire update. D'accord? Alors voilà, donc on a terminé donc, le JBCC. Vous voyez donc au niveau programmation, ça devient plus simple et plus léger. Pourquoi? Parce qu'ici, on s'intéresse que au code métier, mais qu'est-ce qui reste? C'est le code technique. Alors bien sûr, maintenant, si on déploie le projet, alors quand on va déployer le projet, alors pour redéployer le projet, on va tout simplement aller vers le projet et on va utiliser full publish. C'est-à-dire on va le republier une deuxième fois pour ne pas redémarrer le serveur. Parce que redémarrer le serveur, parfois, ça prend du temps. Mais ici, full publish. Et vous allez remarquer une chose, c'est que quand il va publier, il va vous afficher des messages. Regardez. Parmi les messages, il vous dit qu'il y a un objet qui vient d'être publié dans l'annuaire. C'est-à-dire le JBCC, il a été publié dans l'annuaire avec quel nom? Regardez. Il l'a appelé avec plusieurs noms. Global, le nom du projet, c'est le nom du module, slash, c'est quoi ce 4? C'est le nom que nous avons spécifié exactement, dans stateless, c'est ça?
C'est le nom. Ensuite, il y a quoi? Point d'exclamation, le nom du package et l'interface. Alors ça, c'est quoi? C'est la référence, ça c'est le nom local. Et le nom remote, il est là. Et catalogue, remote. D'accord? Alors maintenant, une fois que mon EJB il est déployé, et d'ailleurs si vous voulez voir, ça veut dire quoi déployer le projet? Ça veut dire que si on va vers notre version de GBoss, on va trouver dans Standalone, il y a Deployments. Regardez. Automatiquement, il a créé un fichier .jar. Et dans le fichier .jar, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le package métier, il n'y a que les points classes. Et après, il y a surtout persistence.xml. Donc ça veut dire quoi un projet EJB? C'est un fichier .jar qu'il va mettre, qu'il va déployer au niveau du serveur. Ok? Alors maintenant, on va, parce qu'on ne va pas terminer toute l'architecture, mais on va créer que... Alors, on va créer un client Java. Un client Java distant. Donc, pour voir est-ce que j'arrive quand même à ajouter des produits. Après, par la suite, on va créer le web service, on va créer des servlets, tout ça. Donc, on va le faire par la suite. Alors, pour créer un client Java... On va créer un nouveau projet. Un nouveau projet Java. Alors ce projet-là, on va l'appeler client Java catalogue. Alors client Java catalogue, c'est une application Java classique. Client catalogue, client EJB. Alors en fait, un client EJB, donc c'est une application dans notre cas qui contient la méthode main. Alors pour créer ce client EJB, on aura besoin de faire appel à l'annuaire. Lookup, je récupère la référence, je crée un stub et je commence à communiquer avec le JB. Alors sauf que tout dépend maintenant de quelle version de JB, plutôt de quelle version de GBoss ou bien de quel serveur d'application que vous utilisez. Alors si vous utilisez GBoss, version 7, en fait un client EJB, vous allez trouver, vous aurez besoin d'un fichier qui s'appelle gboss EJB client.properties. Alors en fait ce fichier-là, gboss EJB client.properties, si vous voulez, c'est un fichier qui contient les propriétés dans lesquelles, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'adresse IP où se trouve l'annuaire, on trouvera le numéro de port de l'annuaire, n'est-ce pas? Donc on trouvera les informations de configuration. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre ça, CTRL-C, c'est le fichier, et je vais faire un copier-coller. Ça c'est un exemple. Alors maintenant je vais prendre tout ça, c'est à effacer. Voilà. Alors ça ne me concerne pas. Alors ici, alors voilà ce qu'il faut faire. En principe, il faut créer, comme je disais tout à l'heure, il faut créer un objet de type initial contexte, mais en utilisant des propriétés. Alors, c'est pour cela qu'on nous créons un objet de type properties et dans lequel on va spécifier une propriété particulière, URL packages préfixe, et dans lequel on va spécifier cette propriété-là qui correspond notamment comme quoi nous utilisons un service d'annuaire qui est fourni par GBoss. Et après, par la suite, voilà ce qu'il faut faire. On veut, tout ce que je connais, c'est l'interface. Mais si vous cherchez l'interface, e-catalogue, vous n'allez pas la trouver, n'est-ce pas? Parce que l'interface, vous devrez l'avoir dans ce projet. Alors, soit que vous générez un fichier .jar que vous ajoutez dans le projet du client, ou tout simplement, on va utiliser des dépendances entre projets.
les propriétés du projet, Java buildpath. Mon projet Java, il dépend de quel projet? Il dépend du projet catalogue EJB. Et si je dépends du projet catalogue EJB, ça veut dire que je peux utiliser les interfaces sans faire des copier-coller. Hein, parce que sinon, je serais obligé de ramener les interfaces dans le nouveau projet. Alors ça, à supprimer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'interface catalogue remote. Est-ce qu'on a notre projet dans une autre machine? Alors réellement, quand il est dans une autre machine, ça veut dire que vous devrez générer un fichier .jar hein, qui contient l'interface, mais pas uniquement l'interface, mais les entités. Parce que les entités, également, on devrait les avoir côté client. Alors, comment on le fait généralement? C'est très simple. Vous avez alors, je termine tout d'abord et après, je vais vous montrer comment le faire. Je vais vérifier avec le client. Comment? Pourquoi on n'a pas de ça? Les classes Meshi Oui. chez le client. Oui. Pourquoi on aura besoin de contacter ça? Sinon, parce que quand vous travaillez avec une application Java, vous faites la sérialisation. Et du coup, donc, le client Java, il devrait disposer de l'interface tout d'abord, obligatoire, mais également, il devrait disposer des entités. Alors, pourquoi? Parce que quand si je veux par exemple ajouter un produit, je dois créer tout d'abord côté client un produit. Donc, je devrais avoir la classe produit. Et après, je vais demander de l'envoyer vers le serveur. Donc, on va utiliser le cap, mais il faut utiliser un nom. Mais dans le nom, on va spécifier le nom suivant. Alors, EJB, le projet. Comment il s'appelle le projet? Catalogue EJB. Comment il s'appelle le nom? Cat. Le package métier. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, où est-ce que vous allez chercher ça? C'est dans la console, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, quand on a démarré GBoss, vous avez déployé ça, il est là. Vous avez catalogue / remote. C'est-à-dire qu'en réalité, le nom GNDI, c'est celui-là. C'est le nom du module, cat, le package, l'interface. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, il faut garder le terme EJB. Voilà. Et après, on aura besoin de faire un sous-casting vers l'interface. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste à créer un produit. Par exemple, je voudrais ajouter un produit. Je vais créer un produit P égale new ou tout simplement directement stab.add produit new produit. Je vais ajouter un produit avec par exemple un nom HP et un prix 8000. Alors je vais ajouter un deuxième produit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça? C'est un client Java, une application Java qui se trouve dans une machine. Celui-là. Donc moi je crée un objet là, et il va être envoyé vers quoi? Vers le serveur d'application JBoss qui va être transmis à le JB Session, et le JB Session il va utiliser Entity Manager pour passer via un data source pour envoyer vers la base de données. Donc ça c'est ce qu'on appelle un client, et la communication maintenant se fait via le protocole RAID. Alors sauf que quand vous allez exécuter, vous allez remarquer qu'il y aura une exception, run Java application. Alors cette exception là,
Alors en fait, votre client, il a tout d'abord besoin d'un fichier .jar. En fait, parce que vous utilisez un stub qui est fourni par GBoss, le projet client, on aura besoin de lui ajouter dans les propriétés, dans les librairies, il y a un fichier .jar que vous allez chercher dans GBoss. C'est version 4. Dans GBoss, il y a un dossier qui s'appelle bin client. Il y a un fichier qui s'appelle GBoss client. Donc en fait, ce fichier GBoss client.jar, c'est un fichier qui est requis par le client. Donc vous voyez, donc même le client, pour qu'il puisse communiquer avec un EJB, il a besoin quand même d'un certain nombre de fichiers .jar. Donc il y a déjà ça. Alors si vous exécutez, vous allez voir qu'il n'y a pas de message d'erreur, c'est des warnings, parce que ça c'est lié à plutôt à Log4j. Mais si vous regardez bien votre base de données affichée, alors on va se connecter à nouveau à phpMyAdmin. J'affiche la table. Ici, donc, je vois les produits qui ont été ajoutés. Alors, ça, c'est pour le client, d'accord, hein, le client. Alors, je vais quand même, après, par la suite, tester les autres méthodes, donc ça devient plus simple. Par exemple, si vous voulez afficher les clients par mots-clés, alors maintenant, du moment que j'ai ajouté les produits, je vais les mettre en commentaire, parce que après, je veux, par exemple, consulter les produits par mots-clés. Produit égal, c'est métier, plutôt c'est pas métier, c'est stub.get produit par mot-clé. Par exemple, H. Ça veut dire que je veux tous les produits qui contiennent la lettre H. Je fais une boucle pour chaque produit, P, de la liste des produits, j'affiche les informations sur P.getNom, par exemple. Alors ce P là, je l'ai déjà quelque part? Oui. Produit. Parce qu'en fait, P c'est des propriétés. Alors qu'est-ce que je vois? Donc j'arrive à récupérer, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un client lourd. Java to Java. Deux applications distribuées Java. Alors je vais quand même en 5 minutes qui restent, je vais créer... À quelle heure vous terminez normalement? Moins quart, hein, moins quart, voilà. Alors dans les 5 minutes qui restent, donc maintenant, je sais maintenant comment communiquer avec mon EJB session via un client lourd. Alors on a besoin de créer un web service. Alors un web service, c'est ce qui est le plus simple à créer dans un projet EJB. On n'a pas besoin de faire grand chose. Je veux par exemple, le web service, je voudrais qu'il me permette de consulter les produits par mots-clés. Alors qu'est-ce que je vais faire pour créer un web service? Alors en fait, un web service, on peut le créer dans le projet EJB. Alors je vais créer une classe que je vais appeler catalogue service. Je vais la mettre dans un autre package, service. Alors en fait, un web service, vous savez très bien, bon, il contient le web service lui-même, il a besoin d'utiliser le JB, n'est-ce pas? Donc il a besoin d'être à quelle interface? Locale. Donc je vais déclarer une variable catalogue local. Ça c'est la couche métier. Mais il faut lui dire que comme quoi catalogue local ça représente un EJB. C'est très simple, il suffit d'utiliser une annotation pour faire l'injection des dépendances. L'annotation s'appelle EJB. Alors automatiquement, il va le chercher dans l'annuaire, il va l'injecter. Simple. Après, maintenant, j'ai besoin de consulter les produits, liste de produits.
Alors en fait, la notation EJB, parce que ici vous voyez donc métier, il est de quel type? E-catalogue local, n'est-ce pas? Ça c'est une interface. Mais après, en réalité, on a besoin de faire l'injection. Parce que quand vous avez, on a besoin d'injecter, parce que ça il est lié à l'interface, mais en réalité, le conteneur de JB, il va chercher cet EJB là, cet objet, il va l'affecter, il va l'injecter. Donc c'est-à-dire l'injection des dépendances, il se fait via la notation EJB. Alors si vous vous rappelez, avec Spring, nous avons utilisé la notation auto-wired. Est-ce que vous vous rappelez? Auto-wired, c'est exactement ça. Alors pour EJB, pour pouvoir chercher un composant qui est déjà créé et de l'injecter, ben, tout simplement on utilise la notation EJB. Donc la notation EJB permet de faire l'injection des dépendances. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans l'annuaire la référence de l'objet et après il va l'injecter. Comme si ça se fait en local, c'est plus simple. Alors consulter produit. On va lui donner comme paramètre le mot-clé. Alors ici, donc j'ai la classe produit, je vais l'importer parce que ce n'est pas le même package. Ici, c'est très simple, je vais faire tout simplement return, j'accède à la couche métier et j'appelle la méthode getAllProduit. Mais après, pour que ça soit un web service, il faut rappeler une chose, ça on l'a déjà fait, on va utiliser la notation web service. Mais en même temps, un web service, comme il s'agit d'un web service dans un conteneur JB, il faut spécifier, est-ce que vous voulez utiliser un stateless ou bien un stateful. Si vous mettez stateless, ça veut dire qu'il y a une seule instance qui va être créée, quel que soit le nombre de clients. Et après, si vous voulez, vous ajoutez la notation web méthode, vous vous rappelez? Comme quoi c'est une méthode web, et si vous voulez spécifier le nom du paramètre, on utilise quelle annotation? Web param. Alors comment s'appelle le paramètre? On va lui donner un nom. Name égale mot-clé. Alors maintenant, est-ce que j'ai besoin de faire quoi que ce soit? Non. Le web service, il est disponible. Il suffit de redéployer le projet. Full publish. Alors il a signalé qu'il y a une erreur, en principe puisqu'il est lié à ça. Alors je vais redéployer full publish. Donc il n'y a rien de spécial. Et vous allez voir qu'il va publier le web service. Et vous cherchez l'adresse du web service, vous allez la trouver. Catalogue service. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Catalogue service, il est là. Alors le contexte, catalogue service et son adresse HTTP. Vous voyez quelque chose comme ça? À droite? Alors je le vois. Non, mais c'est pas ici qu'il la met, mais en principe on devrait la trouver. Voilà. Adresse, voilà. Il est là. Alors maintenant, votre web service, il est accessible ici. Alors, même si vous n'avez pas créé de projet web, il suffit de lancer le navigateur. Vous tapez le nom, point d'interrogation WSDL, pour rappeler, et vous allez voir qu'il vous génère le WSDL. Vous voulez voir tester les méthodes, vous accédez. Rappelez, on utilise Oxygène. Allez, on va lancer Oxygène comme éditeur et on va tester les méthodes. Et vous voyez donc déjà cette affaire-là du web service, il est assez réglé. Il dit que donc je peux directement passer un client .NET et je peux utiliser un client Android sans problème. Donc derrière, il y a bien une technologie qui me permet ça. Si je peux utiliser un client Android, HTTP et JSON. Alors après, je vais vous le montrer parce qu'après HTTP JSON, on va utiliser un web service, c'est pas SOAP, parce que ça c'est un web service SOAP. On va utiliser un RESTful. Et après c'est encore plus simple, au lieu de générer du XML, on génère directement du JSON. Alors c'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois. Alors donc dans les outils, l'analyseur WSDL SOAP, je prends l'adresse.
Et après, il y a une seule méthode consulter. On va donner le mot-clé, par exemple H. Ça, c'est la requête SOAP. Envoyer la requête. Et voilà la réponse. Ça veut dire que la liste des produits, il a été envoyé en format XML. Ah, c'est génial. Donc ici, donc je récupère. Les produits par mot. Vous avez raison. Donc ça veut dire qu'on vient de commettre une erreur. Exactement. Alors si vous regardez le code du web service, ici regardez, j'ai appelé, alors que normalement je devrais appeler quoi? La méthode get, produit par mot-clé. Et je donne comme paramètre le mot-clé. Donc j'ai pas appelé la bonne méthode de la couche métier. Alors à nouveau, donc comme il y a une modification, je vais faire un full publish. Je reconsulte via Oxygène, envoyer la requête. Alors j'envoie la requête parce qu'il n'a pas encore chargé. Je reprends le résultat. Ici, donc, je devais voir que les produits dont le nom contient la lettre H. D'accord? Alors, la prochaine fois, donc, nous allons essayer de vous montrer comment créer un web service format RESTful. Et du coup, donc, on va générer du format JSON. Comme ça, on va adapter le contenu à un client Android qu'on va développer. Et également, on va créer une application web. Une application web, ça veut dire qu'on va utiliser Servlet et JSP pour utiliser. Vous allez voir, à peu près, c'est toujours pareil. Donc, avec quelques annotations, quelques concepts, on va essayer de régler ça. Oui. Oui. Alors, en fait, stateless, je disais, en fait, dans les composants déployés dans un conteneur EJB, stateless, stateless, ça veut dire que pour lui, il sait qu'il va créer une seule instance, quel que soit le nombre de clients. Une instance, c'est-à-dire un objet. Parce que ça, c'est une classe. Et après, il va être instancié. C'est-à-dire, il va créer des objets, n'est-ce pas? Mais si vous mettez stateful, ça veut dire que pour chaque nouveau client, il va créer une instance. Il va instancier la classe. Elle a la classe, bien sûr. Donc, ça veut dire que le web service, il va fonctionner en tant que stateless, c'est-à-dire sans état. C'est-à-dire, il y a une seule instance pour plusieurs clients. Alors, on va s'arrêter à ce